cœur du 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier des États-Unis, entre 1920 et 1933, une cité d'habitation bon marché de 1675 logements a été construite. C'est l'architecte visionnaire Tony Garnier qui réalise ce projet d'habitation novateur pour un quartier populaire. De 1985 à 1998, l'OPAC du Grand Lyon, propriétaire, réhabilite le quartier. Parallèlement, sur l'initiative des habitants, le collectif d'artistes Cité de la Création conçoit une réalisation esthétique sur les murs pignons des bâtiments. Sur plus de 5500 m², 25 peintures murales monumentales décorent la cité. 19 d'entre elles rendent hommage à ce pionnier de l'urbanisme moderne qu'est Tony Garnier. Ce site est à l'origine de la création du musée urbain Tony Garnier. Il est aujourd'hui le centre d'un projet de développement artistique, culturel et patrimonial original et unique. Ce sont des HLM que l'on visite. Primées par l'UNESCO pour cette expérience culturelle exemplaire en 1991, les peintures sont alors complétées par 6 représentations artistiques et internationales d'une cité idéale. Le musée urbain Tony Garnier est un projet qui vise à démocratiser l'art et la culture. C'est une expérience urbaine qui a pour ambition de fabriquer une cité culturelle. La question forte que nous voudrions mettre en débat, on pourrait dire presque, c'est celle de la beauté dans la ville. C'est celle de l'intégration de la dimension artistique dans la construction urbaine, dans le fonctionnement de nos villes. Cette question a longtemps été reléguée. La création du musée urbain est une des manières parmi d'autres de travailler à cette présence de l'art dans la ville. Donc il y a 20 ans en arrière, notre pays a connu une situation difficile dans les banlieues, c'était l'explosion des banlieues. Et là, nous avons imaginé un projet pour le quartier des États-Unis parce que nous avions fait un constat, c'est que le quartier des États-Unis n'était pas prioritaire pour les grands travaux de rénovation. On nous disait oui, nous avons d'autres priorités, c'est les Minguettes, c'est Vaux-en-Velin, c'est Mermoz, c'est Bron. On se rendait compte aussi que dans ces quartiers, il y avait une priorité, mais nous, on sentait que dans notre quartier, il y avait aussi une priorité. Parce que nos immeubles étaient à bout de vie, ils n'en pouvaient plus non plus. Il faut se resituer un petit peu à l'époque. Il faut voir que l'OPAC était devant, était même acculé à prendre des décisions par rapport à ce quartier. C'était 1560 logements au départ qui étaient complètement obsolètes, donc qui n'étaient plus du tout dans les standards modernes du logement, avec une population vieillissante, donc qui souffrait, je dirais, d'un état d'un mauvais état du logement et en même temps d'un renouvellement qui risquait de s'accentuer dans les années qui allaient venir. Et l'OPAC se retrouvait avec un produit logement qui n'était pas du tout conforme aux attentes des locataires tels qu'on les voyait dans les années 80. On a eu une première réunion en mairie du 8e, en 85. On a essayé de réfléchir. Qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que notre quartier devienne prioritaire? La grande mode dans cette époque-là, c'était de brûler des voitures. Alors on s'est dit, est-ce qu'il faut brûler nous aussi des voitures pour se faire entendre? On avait trouvé ça pas très citoyen, quelque part. Mais on s'est dit, non, on va réfléchir à autre chose. Et on s'est dit, qu'est-ce qui fédère l'ensemble des civilisations et l'ensemble des hommes? C'est le patrimoine et la culture. Donc, il fallait absolument faire quelque chose de ces logements. Donc je crois que plusieurs questions se sont posées. Et peut-être une idée de démolition, mais je crois qu'elle a vite été abandonnée. Donc on s'est vite rabattu sur la réhabilitation. Et cette réhabilitation, c'est vrai qu'elle posait un gros problème compte tenu de la population qui était en place. Donc il a fallu faire des choix de méthodes d'intervention. Et on s'est dit, bon, on va mettre en avant ce qu'on peut considérer comme étant notre patrimoine, Tony Garnier. Faisons connaître son travail, faisons savoir qui il était,
En ce moment-là, le quartier des États-Unis ne pourrait plus être abandonné et laissé pour compte. Et on a eu une grande rencontre à ce moment-là, c'est les gens de la Cité de la Création. On leur a fait part de notre projet, de notre idée. Ils ont dit banco tout de suite. Lorsque Eddy Gilles vient nous voir, c'est vrai que nous, on lui répond très vite. On ne peut rien peindre sur du Tony Garnier, parce que pour nous, sa valeur de patrimoine historique, c'est impossible de peindre dessus. Mais dans la phrase suivante, lui dire, à moins de peindre du Tony Garnier. Et c'est vrai que, là aussi, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Aujourd'hui, c'est un nom qui est connu par plein de gens. Mais à l'époque, il y avait, on va dire en France, que quelques personnes qui en avaient la connaissance. Et sans être méchant, même un certain nombre de personnes qui habitaient dans le quartier à l'époque ne connaissaient pas Tony Garnier, en tout cas n'avaient pas mis en juxtaposition la valeur patrimoniale de ce travail et le lieu dans lequel ils habitaient. Je ne suis pas convaincu qu'au départ, début des années 80, quelqu'un voyait le patrimoine Tony Garnier de l'OPAC comme un véritable patrimoine à sauvegarder. C'était des logements, ça se passait plutôt bien, avec une image qui n'était peut-être pas vraiment bonne, puisqu'il y avait eu des crises urbaines sur le quartier, mais c'était avant tout des logements qui n'avaient pas de difficulté à la relocation. Il y avait une demande relativement forte sur ces logements, mais c'était un patrimoine un petit peu banalisé par rapport à l'ensemble. Et depuis, c'est vrai que toute cette réhabilitation et tout le discours qu'il y a eu autour, donc le musée urbain, l'accompagnement qu'a apporté l'OPAC au musée urbain, ça a amené beaucoup d'hommes de l'OPAC à prendre conscience effectivement de cette valeur et de cette qualité. C'est vrai que les personnes qui étaient en face de nous, c'était les habitants. Donc nous étions habitués à une commande qui venait d'en haut, là elle venait vraiment du terrain. On trouvait ça très intéressant, tout à fait novateur. Et donc, il va se passer pendant des années un combat terrible dans lequel vont être liés, et heureusement, des habitants, des artistes, un bailleur propriétaire, l'OPAC. Nous, ce qui nous plaisait dans cette aventure, c'était l'utopie. Comme la Cité de la Création, on est plutôt des artisans de l'utopie, si on peut dire, ce qui nous plaisait, c'était d'essayer de faire en sorte que cette utopie voit le jour, qu'elle réussisse, et puis qu'on l'amène au bout. Et puis que ce bébé qu'on faisait ensemble avec tous ces habitants, qu'on puisse l'amener jusqu'à la majorité. La richesse qu'on a eue dans ce quartier, c'est qu'on a eu la chance à un moment donné d'avoir plusieurs ingrédients pour que la sauce puisse prendre. Le premier, c'est d'avoir d'abord un patrimoine, qui est celui de Tony Garnier. Ensuite, on s'appuie sur un quartier qui a une histoire. C'est un quartier qui a 70 ans aujourd'hui. Et on s'appuie sur un quartier militant. On a cherché sur place qu'est-ce qui étaient les éléments qui pouvaient faire en sorte que l'identité des habitants se retrouve renforcée par ces peintures. Et surtout de retrouver la fierté d'être visité par d'autres. La première difficulté, c'est effectivement qu'il y a l'OPAC et les locataires ne décidaient pas seuls. Donc c'était un projet qui était d'envergure municipale, donc il fallait effectivement convaincre un certain nombre d'élus. L'État est venu sur les opérations et le musée urbain, paradoxalement, a été financé avec la réhabilitation. Donc comme une isolation et un revêtement spécial. Et effectivement, on n'a pas eu de financement émanant de la culture. Aussi bien les projets de réhabilitation que l'intervention des gens et de la Cité de la Création, ça va au-delà, disons, d'un événement fortuit et intéressant pour tout le monde. Il fallait quand même, pour que ça marche, qu'il y ait un autre levier quelque part. Et je crois que c'est pas simplement une question de politesse vis-à-vis des habitants du quartier. Je crois que vous ne mesurez pas encore le poids de votre intervention. Pourquoi, à un moment donné, on peut amener de l'art, y compris très complexe, comme l'est celui de Abdeslam Ed ou de Matt Millikan, dans un quartier d'habitation sociale.
Au bout de combien de temps et à quel moment on peut amener de l'art public sur un terrain sans qu'il y ait d'hostilité, mais qu'au contraire, il y ait même de la fierté et même la connaissance des habitants qui peuvent vous faire comprendre pourquoi c'est une cité idéale, la peinture d'un conceptuel comme Matt Millikan. On a été énormément sollicité par de nombreuses villes qui sont venues voir ici l'expérience qui a été menée. Il y a des micro-tentatives d'expérience qui ont été menées dans d'autres villes, dans notre pays. Est-ce qu'on peut faire la même chose ailleurs, hein? Faire la même chose, non. Et faire pareil, oui. Je veux dire par là qu'on ne peut pas reconduire une opération en imaginant un montage tout aussi performant entre la gestion de l'immobilier, de la ville, une cité de la création. C'est très complexe et c'est très fortuit comme embrayage de situation pour imaginer qu'on va reproduire la situation un peu partout. En revanche, on ne fait pas la même chose, mais on fait pareil, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que partout les habitants puissent intervenir. L'aventure de Tony Garnier du musée urbain illustre très bien les tribulations de la beauté dans la ville et démontre même à la limite que la beauté n'existe pas en soi. Si on veut essayer de comprendre comment une telle dynamique est possible, comment est possible finalement la patrimonialisation d'un lieu dans la ville, il faut essayer de penser cette dynamique comme un jeu interactif entre le geste artistique d'un côté, le politique et ses variations, et puis troisième élément de ce jeu interactif, les micro-stratégies sociales qui ont contribué à donner une valeur d'usage au lieu. Donc voilà, je crois que ce qui fait patrimoine à un moment donné dans la ville, c'est ce consensus social et symbolique qui permet une lente reconnaissance publique d'un objet, matériel ou immatériel, parce qu'on peut voir des phénomènes comme ça autour de faits historiques, par exemple, qui pendant longtemps ne sont pas reconnus et qui finalement, à partir de croisements et de nœuds de ce type-là, deviennent des évidences, des biens communs pour les citadins. Ce qui s'est passé, c'est un exemple formidable finalement des capacités d'évolution de la forme urbaine. C'est un processus vivant, toujours en mouvement, qui a besoin en permanence d'être alimenté par des pratiques, par des rituels, par des événements. Je crois que c'est finalement la culture qui protège les œuvres d'art.